Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons le professeur Jeffrey Sachs pour discuter du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a commencé le 24 février 2022. C'est aussi, dans une certaine mesure, le 12e anniversaire du coup d'État soutenu par l'OTAN en Ukraine, le 22 février 2014, qui, peut-on dire, a déclenché cette guerre dès le départ. Merci beaucoup d'être de retour dans l'émission. Triste que nous parlions encore de cette guerre et qu'elle continue encore après tout ce temps. Vraiment incroyable. Je suis d'accord. Cette guerre a été un désastre à tous les niveaux. Bien sûr, c'est une catastrophe humanitaire, surtout pour l'Ukraine. Et c'est aussi un désastre stratégique qui détruit l'Europe et nous rapproche de plus en plus d'une possible guerre nucléaire. Alors, étant donné que nous avons maintenant ces 2 anniversaires, pourquoi pensez-vous que cette guerre continue encore, avec tant d'enjeux, tant de destruction? Eh bien, le point de départ, c'est que les États-Unis partaient du principe qu'ils n'en arriveraient jamais à la guerre. Tout ce fiasco, tout ce désastre commence avec les idées des années 1990, à savoir qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis régnaient en maître et pouvaient intégrer la Russie dans un monde dirigé par eux. C'était l'idée de base. Et en fait, non seulement ils pouvaient intégrer la Russie dans un monde dominé par les États-Unis, mais ils la réduiraient à une puissance de 3e ordre, voire la diviseraient. Zbigniew Brzezinski, qui était le plus éloquent de tous ces illusionnistes, écrivait dans les années 1990 que la Russie pourrait peut-être se désintégrer définitivement en 3 États faiblement confédérés. Une Russie européenne, une Russie sibérienne et une Russie d'Extrême-Orient. C'était du triomphalisme. L'idée était que les États-Unis étaient sans rival et inattaquables et qu'il n'y aurait donc pas de guerre. La Russie se plierait à toutes les exigences formulées par les États-Unis. Et lorsque la Russie ne se pliait pas à ces exigences, c'était la raison pour laquelle la guerre se poursuivait. Quand la Russie a prouvé qu'elle pouvait résister à ce que les États-Unis et l'Europe pensaient être un coup écrasant, après 2014 puis de nouveau après 2022, et qu'elle a tenu bon, montrant que la puissance occidentale était moindre qu'attendue, cela est devenu, pour ces politiciens, la raison de continuer à se battre. Boris Johnson, qui est l'un des véritables criminels dans toute cette affaire, un véritable responsable de cette guerre, a déclaré dans une interview qu'il ne pouvait pas laisser l'Ukraine signer un accord de paix avec la Russie au printemps 2022, car cela constituerait une menace pour l'hégémonie occidentale. Donc ce sont des enfants qui jouent à un jeu de société. Bien sûr, ce n'est pas un jeu de société, ce sont des millions de vies perdues, des économies anéanties, des possibilités d'existence gâchées par un petit groupe qui pense jouer à un jeu d'hégémonie occidentale. Il n'y a eu aucun enjeu dans tout cela pour la sécurité européenne ou américaine. Il ne s'agit pas d'une question de sécurité des États-Unis ou de l'Europe. Il s'agit d'une question de domination, d'abord américaine, puis européenne. Les Européens, je dois le dire, sont un peu étranges dans cette affaire. Les États-Unis les y ont entraînés. Les Européens savaient que c'était une mauvaise idée. Je sais avec certitude que lorsque les États-Unis ont poussé à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, il y a eu beaucoup de résistance en Europe, car ils savaient que cela mènerait à la guerre. Mais maintenant que Trump, qui a ses propres délires, s'intéresse à d'autres délires, pas à celui-ci, les Européens ne trouvent toujours pas de porte de sortie, car ils sont eux-mêmes devenus délirants, pensant que, si ce n'est pas les États-Unis qui vont affirmer l'hégémonie occidentale, alors ils le feront eux-mêmes. C'est donc un règlement de compte entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne contre la Russie
qui s'éternise. Et cela empêche ces dirigeants misérables, misérablement impopulaires auprès de leur propre peuple, je parle de Scholz, Macron et Starmer, de dire la vérité, que c'était une mauvaise idée dès le départ, et que cela devrait cesser. La meilleure chose pour l'Ukraine, c'est la neutralité ukrainienne et la fin de cette guerre. Ils ne peuvent tout simplement pas dire la vérité. Alors, comment pourrions-nous parvenir aujourd'hui à un règlement négocié réaliste? Parce que je vois les commentaires. Ils vont de l'optimisme à un rejet total de l'idée même que ce soit possible. La situation est assez compliquée. La Russie considère évidemment l'expansion de l'OTAN, et en particulier l'incursion en Ukraine, comme une menace existentielle. Et elle formule donc des exigences très fortes. L'Ukraine, de son côté, se voit également confrontée à une menace existentielle avec l'invasion. Et ce que nous constatons, c'est que les solutions envisagées sont exactement opposées. Les États-Unis semblent détenir une partie des clés, car ils craignent que ce conflit ne les enlise en Europe et ne pousse davantage la Russie vers la Chine. Mais je ne comprends vraiment pas ce que font les Européens. Comme vous l'avez indiqué, il n'est pas très logique de laisser cette situation perdurer. Alors, selon vous, quelles pourraient être les issues ou les solutions possibles? La véritable solution ici réside en Allemagne. L'Allemagne est la clé. Le terrible leadership de l'Allemagne est la raison pour laquelle cette guerre a éclaté et pourquoi elle se poursuit. Il est très poignant de lire les mémoires d'Angela Merkel, où elle décrit le moment où l'Allemagne a cédé aux exigences des États-Unis concernant l'élargissement de l'OTAN lors du sommet de Bucarest en 2008. Le premier jour de ce sommet, alors que George Bush poussait imprudemment l'OTAN à s'engager à s'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie, la France et l'Allemagne, et je sais que d'autres comme la Norvège, pensaient que c'était une très mauvaise idée. Ils ont tenté de résister, expliquant à Bush que cela pourrait provoquer une guerre, qu'il en résulterait une crise en Europe, et ainsi de suite. Mais les États-Unis ont persisté. Ce n'est qu'un exemple de l'État profond américain. Dans ce cas, Bush était un président très faible, avec Cheney comme une figure très sombre derrière lui. Mais en réalité, c'était l'État profond qui poursuivait encore une politique qu'il avait définie plus d'une décennie auparavant, celle de l'élargissement de l'OTAN, en poussant les Européens à l'accepter. Merkel a résisté le premier jour du sommet, mais a cédé le second. À mon sens, cela a été le tournant pour l'Europe. Elle a dit avoir sauvé quelque chose, car il n'y avait pas de plan concret d'adhésion, seulement un engagement en faveur de l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Cela ne changeait pas grand-chose du point de vue russe, et cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur la dynamique politique qui a suivi. Ainsi, Merkel, qui était à mon avis une personne très respectable en tant que chancelière, a cédé. Ce fut son erreur. Scholz, lui, s'est montré incroyablement faible et confus. Il n'a prononcé aucune phrase sensée ni véridique à propos de tout cela durant son mandat de chancelier. Et Merz a également été une grande déception, car lorsqu'il est arrivé au pouvoir comme chancelier, il n'a fait que battre le tambour de la guerre dès le premier instant. Il n'a pas dit « Eh bien, je viens d'arriver. Je vais contacter mon homologue Vladimir Poutine pour voir s'il est possible de trouver un terrain d'entente. » Il a simplement déclaré que nous nous dirigions vers une guerre encore plus vaste. Ainsi, la direction allemande a été déplorable, et cela a des conséquences, car l'Allemagne est vraiment au cœur de cette histoire à bien des égards. Plus important encore, en 1990, après la chute du mur de Berlin, alors que l'Allemagne était encore divisée entre la République démocratique allemande, RDA, à l'est, et la République fédérale à l'ouest, Helmut Kohl était chancelier et souhaitait aller vers une réunification rapide.
Cela nécessitait l'approbation de l'Union soviétique. Pour obtenir cette approbation, Kohl expliqua à Gorbatchev le 10 février 1990 que l'unification allemande ne menacerait pas la sécurité nationale russe, notamment parce que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Cet engagement fut pris par Kohl et il fut réaffirmé à plusieurs reprises par Hans-Dietrich Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, publiquement, en privé, de multiples façons. C'est la base de la réunification allemande. Merz devrait le comprendre. L'Allemagne a triché de manière considérable. Bien sûr, elle a triché aux côtés des États-Unis. Ce sont à la fois l'Allemagne et les États-Unis qui, à partir de 1993, ont commencé à pousser à l'élargissement de l'OTAN. Je dis souvent que les États-Unis en ont été le principal moteur, et je le pense, mais l'Allemagne a été un promoteur enthousiaste de cet élargissement. Même si elle était la principale, l'immense bénéficiaire de l'engagement selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Tout cela est bien documenté. Merz devrait le savoir. Puis nous arrivons à l'anniversaire du coup d'État du Maïdan, au cours duquel les États-Unis ont beaucoup fait pour renverser un gouvernement neutre en Ukraine. Nous devrions rappeler que le 21 février 2014, les ministres des Affaires étrangères allemands, français et polonais ont négocié un accord avec Yanukovych pour mettre fin aux troubles sur le Maïdan, en grande partie attisés par les États-Unis eux-mêmes, en échange d'élections plus tard en 2014. L'Allemagne était signataire de cet accord, partie prenante à celui-ci. L'accord avait également été coordonné avec le président Poutine et le président Obama. Le lendemain, les dirigeants du coup d'État ont pris d'assaut les bâtiments gouvernementaux à Kiev et ont renversé Yanukovych. À ce moment-là, les gouvernements occidentaux auraient dû dire « Nous n'acceptons pas ce coup d'État ». Yanukovych était le président légalement constitué. Il se trouvait à Kharkiv ce jour-là et a déclaré « Je suis toujours président ». Mais Obama a immédiatement reconnu le nouveau gouvernement, ce qui faisait partie du plan de l'État profond américain. L'Allemagne a encore suivi. C'est terrible. L'Europe a échoué. L'Europe avait signé un accord avec Yanukovych, puis, en l'espace de 24 heures, s'est complètement pliée aux États-Unis. Ensuite, l'Allemagne a de nouveau triché, car en 2015, après le déclenchement de la guerre, les deux oblasts du Donbass, Donetsk et Lugansk, s'étaient séparés et avaient déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas le régime issu du coup d'État à Kiev. Et une guerre a éclaté avec le peuple de Kiev, le gouvernement attaquant les régions séparatistes. Le président Poutine a contribué à orchestrer ce qui est devenu d'abord l'accord de Minsk I, puis l'accord de Minsk II, plus important encore en 2015. L'accord de Minsk II stipulait que les combats cesseraient sur la base d'une autonomie politique pour les deux régions russes ethniques et russophones de Luhansk et Donetsk. Les garants de cet accord devaient être l'Allemagne et la France. Et nous savons désormais, d'après leurs propres témoignages, qu'ils n'ont pas fait respecter l'accord. Ils n'ont pas exercé de pression sur l'Ukraine pour qu'elle le mette en œuvre, comme c'était leur responsabilité. Comme Merkel l'a ensuite déclaré dans une affirmation d'une audace assez choquante, il considérait l'accord de Minsk II comme une période d'attente, un temps pour que l'Ukraine renforce sa capacité militaire. Je ne sais pas si Merkel le pensait ainsi à l'époque, en 2015. C'est ainsi qu'elle l'a expliqué en 2022-2023. Mais, en tout cas, l'Allemagne n'a pas rempli son rôle. À mon sens, l'Allemagne porte la plus grande responsabilité en tant que plus grand pays de l'Union européenne, en tant que celui qui se trouvait au cœur de cette histoire depuis 1990,
Et en tant que celui qui a failli à sa responsabilité politique aux moments cruciaux, sur la question de l'élargissement de l'OTAN, sur la question du putsch ou du coup d'État à Maïdan en février 2014, et sur l'application de l'accord de Minsk II. L'Allemagne a échoué à plusieurs reprises. Pour que Merz arrive au pouvoir en tant que chancelier et déclare simplement que Poutine n'est pas digne de confiance, trahit soit une ignorance fondamentale des faits essentiels des 25 dernières années, soit un mépris flagrant de ces faits. J'espère qu'il s'agit d'ignorance. La manière de remédier à l'ignorance, c'est le dialogue. Merz aurait dû immédiatement décrocher le téléphone, appeler son homologue et dire « Je viens d'être élu chancelier de l'Allemagne. Nous avons une grande responsabilité, tenter de trouver la paix, et je pense que nos ministres des Affaires étrangères devraient se rencontrer sans délai pour discuter de ce qui pourrait être fait. Peut-être que nous ne parviendrons pas à un accord, peut-être que si, mais nous devons essayer. Rien de tel ne s'est produit. Je pense que c'est ce qui devrait se passer immédiatement. Je suppose qu'après avoir entendu notre entretien à l'instant, M. Merz appellera sans tarder le président Poutine pour tenter de trouver la paix. J'aime bien ton optimisme. Eh bien, si l'Allemagne est la clé, nous risquons d'avoir quelques problèmes, car certaines des rhétoriques les plus dangereuses viennent actuellement d'Allemagne. Et puis, comme Merz l'a déclaré à la conférence sur la sécurité de Munich, il a essentiellement dénoncé tous les efforts d'Orbán pour parler à Zelensky et à Poutine. Bon, parler à Zelensky, ça va, mais on ne peut pas parler à Poutine. Tu sais, c'était considéré comme immoral, en somme. Donc, je n'ai pas trop d'espoir à miser là-dessus, mais j'apprécie la perspective plus large que tu adoptes ici, car la guerre en Ukraine concerne, dans une large mesure, l'effondrement de cette architecture de sécurité pan-européenne. Je pense que ce contexte plus large est important. À la fin de la guerre froide, lorsqu'il y avait cette ambition de construire une maison européenne commune, une grande Europe incluant Moscou, de nombreuses opportunités n'ont pas été saisies. Vous étiez là à l'époque, en train de négocier ou de conseiller la Pologne. Vous avez conseillé l'Union soviétique sous Gorbatchev, puis la Russie sous Eltsine. Qu'est-ce qu'ils voulaient par rapport à ce que les Américains voulaient? Pourquoi n'a-t-il pas été possible de parvenir à un règlement d'après-guerre froide mutuellement acceptable? J'ai commencé à conseiller en Pologne en 1989. La Pologne, bien sûr, est entrée cette année-là dans un gouvernement de coalition sous la présidence de Jaruzelski, qui était le président soutenu par les Soviétiques, aux côtés du mouvement Solidarność, le mouvement anticommuniste, afin de former un gouvernement. J'ai été très impliqué dans ce processus, ainsi que dans les questions économiques qui l'entouraient. Sur le plan économique, le constat était que la Pologne était en faillite. Elle ne disposait d'aucune réserve de change, sa monnaie s'effondrait, l'inflation était très élevée et il y avait des pénuries de biens. En tant que macroéconomiste, j'ai pu élaborer un programme de stabilisation que j'ai recommandé au gouvernement polonais ainsi qu'au gouvernement européen. Ces recommandations, de manière générale, ont été approuvées. D'un point de vue pratique, la Pologne a réussi à mettre fin à la forte inflation, à stabiliser sa monnaie et, après environ un an, a entamé un processus de croissance économique qui allait durer les 30 années suivantes. Ce fut une transition très réussie à partir d'une situation financière extrêmement difficile. Les outils nécessaires pour y parvenir sont assez bien connus lorsqu'on étudie ce type de crise ou qu'on a participé à leur résolution, comme cela avait été mon cas. En ce qui concerne l'Union soviétique, la même situation s'appliquait, mais à une échelle bien plus vaste. J'ai donc recommandé un ensemble de mesures similaires, mais à une échelle beaucoup plus grande.
Ces recommandations ont été catégoriquement rejetées par l'Occident. Le même type de politique économique qui fonctionnait pour la Pologne a été refusé par le gouvernement américain. 25-30 ans plus tard, j'ai lu le compte-rendu de la réunion de la Maison-Blanche où cette proposition avait été rejetée. J'ai été choqué par la désinvolture, l'audace et l'ignorance des participants à cette réunion. Il y avait donc, naturellement, un élément de machiavélisme et un élément de fanfaronnade de la part des vainqueurs de la guerre froide, tels qu'ils se percevaient. Mais il y avait aussi, Glenn, une simple stupidité, des gens qui ne comprenaient rien à la stabilisation économique, rien à ce dont le gouvernement de Gorbatchev avait besoin, et ainsi de suite. Ainsi, l'incompétence doit également être soulignée ici. Il s'est avéré que tant dans le cas soviétique que plus tard dans le cas russe après la fin de l'Union soviétique, l'Occident n'était absolument pas intéressé par le moindre soutien financier, même de routine, pour mettre fin à une profonde crise. En même temps, j'ai entendu directement le président Gorbatchev et le président Eltsine dire que ce qu'ils voulaient, c'était la même chose que la Pologne. La fin des divisions, une maison européenne unie. Le mot préféré du président Eltsine était « normal ». La Russie devait être normale. Plus de révolution, plus de bolchevisme, plus de division, plus de guerre froide, simplement normal. Mais les États-Unis ne cherchaient pas la paix. Les États-Unis cherchaient l'hégémonie. C'est là toute la différence. La paix signifie que vous traitez vos homologues avec respect et que vous les aidez même à court terme. L'hégémonie signifie que vous écrasez vos homologues, car votre objectif est de dominer. Et c'est ce que nous avons eu à la place. C'est pourquoi l'élargissement de l'OTAN était sur la table alors que la Russie ne représentait pas une menace. Elle disait exactement le contraire. Elle demandait à rejoindre l'OTAN, souhaitant un accord de sécurité européen commun. Il n'y avait aucune menace, mais les États-Unis n'étaient pas intéressés par cela. Les États-Unis étaient intéressés par la domination. Et c'est ce que j'ai constaté à l'époque. Eh bien, j'allais demander, selon vous, comment la guerre en Ukraine a-t-elle remodelé l'ordre mondial? Parce que le monde paraît très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a seulement 4 ans. L'un des chapitres les plus intéressants du livre de Zbigniew Brzezinski publié en 1997, Le Grand Échiquier, pose la question suivante. À mesure que l'Europe et l'OTAN s'étendent vers l'Est et encerclent la Russie, que fera cette dernière? Brzezinski consacre un chapitre entier à ce sujet et se demande si la Russie acceptera, en serrant les dents, ou si elle résistera. Pourrait-elle, par exemple, former une alliance avec la Chine ou avec l'Iran? Brzezinski analyse toutes ces possibilités et affirme avec une grande assurance qu'il n'y a aucune chance que la Russie fasse autre chose qu'accepter sa vocation européenne. La Russie n'a selon lui aucune autre option. Cela s'est révélé complètement faux. La Russie a dit très bien au revoir, nous nous tournons vers l'Eurasie, nous nous tournons vers la Chine, ce qui, soit dit en passant, constitue un excellent ajustement économique. La Russie et la Chine ont des économies très complémentaires, tout comme la Russie et l'Europe d'ailleurs. C'était aussi un bon accord. C'était bon pour l'Allemagne et bon pour la Russie. Ce partenariat fonctionnait. Puis l'Occident est arrivé avec ses 20 séries de sanctions et ainsi de suite. Mais la Russie a dit, très bien, nous regarderons dans une autre direction, vers l'Inde, vers la Chine, vers l'Asie centrale, vers l'Asie occidentale, vers l'Afrique. C'est le monde qui est en train de se construire aujourd'hui. Les États-Unis pensaient, nous sommes l'hégémon, nous dirigerons le spectacle. Mais en réalité, ce que nous avons, c'est un tyran aux États-Unis, toujours très violent et très puissant, sans aucun doute, et une Europe vassale, totalement confuse, démoralisée et divisée.
Les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée dans une certaine mesure, l'Australie dans une certaine mesure, et la Nouvelle-Zélande représentent ensemble environ 12% de la population mondiale. Peut-être, si l'on est généreux, cela représente jusqu'à 15% de la population mondiale. Ce qui se dessine, c'est un monde multipolaire, et de plus en plus, les 85% restants de la population mondiale se demandent qu'est-ce que c'est que cette intimidation des États-Unis? Qu'est-ce que c'est que cette hégémonie américaine? Nous n'en avons pas encore fini avec les illusions des États-Unis. Si vous demandiez à Donald Trump, qui est un maître de l'illusion, quelle est votre carte du monde? Il répondrait ceci: nous possédons toutes les Amériques. C'est la doctrine Monroe. Nous possédons simplement toutes les Amériques. Et nous l'avons prouvé. Nous avons enlevé un président au Venezuela. Nous possédons toute l'Europe. Nous n'en voulons pas vraiment. C'est pathétique. Ces gens sont inutiles. Mais enfin, nous possédons toute l'Europe. Nous possédons tout le Moyen-Orient, et nous allons le prouver parce que nous allons entrer en guerre avec l'Iran. Nous possédons l'Inde parce que l'Inde a peur de la Chine, et nous possédons la moitié de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Donc nous encerclons la Chine. Donc nous sommes plutôt bons, nous sommes toujours aux commandes. Voilà la vision américaine délirante du monde, assez dangereuse. L'autre vision du monde, et d'ailleurs l'Afrique, que je n'ai pas mentionnée parce que les États-Unis ne pensent à l'Afrique que pour obtenir du cobalt, c'est tout, et quelques terres rares. Les États-Unis n'ont absolument aucune capacité d'attention pour l'Afrique en tant que telle. Elle n'est vue que comme un endroit où se trouvent quelques minerais que nous voulons. Maintenant, si l'on regarde le monde d'un autre point de vue, les pays des BRICS diraient « Eh bien, nous représentons en gros la moitié du monde. » Nous sommes la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, désormais l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Indonésie. Nous ne voulons être intimidés par personne, et nous représentons environ la moitié de la population mondiale. L'Union africaine dans son ensemble, c'est 55 pays avec presque 20% de la population mondiale. Ce sera 25% d'ici le milieu du siècle. Et nous ne voulons pas de l'hégémonie des États-Unis. Nous sommes réels. Nous ne sommes pas qu'un tas de minerais, nous sommes réels. Et bien sûr, les autres parties du monde sont disputées. Et l'Europe, de temps en temps, se demande même, voulons-nous simplement être des vassaux pathétiques des États-Unis, ou avons-nous une histoire, une culture, une société et des points de vue différents que nous aimerions affirmer? Ainsi, l'Europe n'accepte pas tout à fait pleinement sa vassalité, et je pense que la manière juste de le formuler est que les États-Unis, en termes relatifs, n'ont rien de comparable à l'autorité, à la réputation ou au désir d'alliance dans le reste du monde. Le monde occidental ne représente qu'une petite partie du globe, et la grande vérité est que les 85% situés en dehors des États-Unis et de l'Europe, ainsi que quelques pays d'Asie de l'Est, veulent la prospérité, ils veulent un bon commerce, ils veulent progresser dans la technologie, et la Chine sera un bon partenaire pour eux. L'Inde sera un bon partenaire pour eux. La Russie sera un bon partenaire pour eux. Ainsi, il est difficile de parler ici de l'hégémonie américaine que Trump et l'État profond des États-Unis imaginent. C'est, je pense, une vision du monde bien plus juste. Plus vite les États-Unis dépasseront leurs illusions, espérons-le assez vite pour éviter une guerre avec l'Iran qui serait désastreuse, mieux le monde entier s'en portera, y compris les États-Unis eux-mêmes. Plus vite, l'Europe se libérera de sa russophobie pathologique et reconnaîtra qu'elle a suivi une voie qu'elle a elle-même choisie, que c'était une erreur, et qu'il faut assurer la sécurité de notre continent sur la base d'une sécurité collective. Plus vite, l'Europe pourra à nouveau prospérer.
the faster Europe can thrive once again. The chapter Brzezinski, it reminds me of Le chapitre sur Brzezinski me rappelle un discours que Joe Biden a prononcé au Atlantic Council en 1997, où il disait que les Russes s'inquiétaient de l'expansion de l'OTAN. Et vous savez, il disait « Nous pourrions nous tourner vers l'Est, vers la Chine. » Et il s'en est moqué en disant « Oui, eh bien, si ça ne marche pas, vous pourrez toujours travailler avec l'Iran. » Toute l'audience a éclaté de rire. C'était la blague la plus drôle. Mais voilà, en réalité, c'est l'incapacité à prévoir les conséquences possibles. Ce qui semble terriblement patriotique aujourd'hui s'avère être une politique très imprudente qui nous place dans une position très difficile pour demain. puts us in a very difficult spot for tomorrow. But I recently reread a famous speech of J'ai récemment relu un célèbre discours de l'archi-impérialiste Joseph Chamberlain, alors à la tête du bureau colonial britannique, prononcé en 1887. L'un des points marquants de ce discours impérialiste totalement odieux est lorsqu'il déclare « Les royaumes britanniques s'étendent à travers le monde. Nous représentons un quart de la planète. Personne ne peut prétendre nous défier dans tout l'avenir de l'histoire, pour autant que nous puissions le voir. » Et un demi-siècle plus tard, tout avait disparu. Ces prédictions, cette fanfaronnade, cette arrogance, cette conviction que l'on peut diriger le monde, sont l'orgueil avant la chute. Et c'est là la grande erreur de l'Amérique et de l'Europe. Eh bien, merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Je sais que vous avez une grande journée devant vous, alors je vais vous laisser. Merci encore. Thank you. Bien, nous te reparlerons bientôt. Prends soin de toi.